compilé en JS, c'est que c'est pour coder en vitesse. Si vive vitesse, rime avec richesse, toutes les boîtes devraient se mettre à TS. On code vite et bien en finesse, du code light, pas une code baisse épaisse. C'est pour tous les ingés en manque de script, c'est pour toutes les boucles en manque de slip. On fait le point avec des freelances, on s'amuse sur de la tête, pas de la finance. C'est le podcast de Day Freelance, écoute du lundi au dimanche. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché de la tech est en crise depuis quelque temps déjà, je dirais un peu plus d'un an. Ça avait commencé réellement pendant le Covid, mais ça s'est accéléré depuis, on va dire fin 2002, je dirais, car il y a eu un petit laps de temps, j'imagine, pour que l'effet se ressente réellement sur le marché, un peu comme la tension d'un élastique qu'on aurait lâché brutalement. Et j'ai effectué plusieurs analyses du marché tech, que ce soit la réalisation de projets pour les startups, les porteurs de projets, donc plus une posture de recherche de financement et de market fit, on va dire, et une analyse de marché au sens freelance, donc un peu plus une posture de recherche de mission, de travail, pour être un peu plus terre à terre. Et j'en suis arrivé à cette conclusion, depuis bien avant l'effondrement du marché tech, si on peut parler d'effondrement, bien évidemment, mais je vais venir et je vais vous faire part de mon raisonnement à ce propos. Et à mon avis, notre pays et nos méthodos ne vont pas bien. Je pense que c'est une crise du marché au sens large, donc qui touche toute l'économie et qui est la conséquence de plusieurs virages mal négociés dans le passé. Alors, en premier lieu, on peut observer une crise du financement, donc causée par la levée de fonds à tout va. Alors, il y a eu des grandes phases, des buzzwords, on va voir lesquels. Le marché tech a connu des grandes phases, comme le cloud computing, le modèle SaaS, les plateformes AWS, Google Cloud Platform, Azure, OVH, etc. On va dire depuis les années 2010, début des années 2010. La blockchain qui a suivi la crypto avec Bitcoin, Ethereum, ERC20, etc. depuis les années 2015. Bien que ce soit des technos qui existent depuis avant, mais je veux dire, l'avènement de ces marchés est arrivé un peu après dans le milieu, dans les sociétés, quoi. Donc, ensuite, il y a eu les marketplaces avec Amazon, en tête de gondole, AliExpress, Cdiscount, Rakuten, etc. On va dire que les startups se sont lancées dans les marketplaces un peu plus à partir de 2018. Et enfin, il y a eu l'intelligence artificielle, donc ChatGPT, etc. On parle un peu plus de ça depuis 2022 à peu près, je pense. Et les époques s'enchaînent et se ressemblent toutes, pas par le buzzword, mais par le procédé. Donc c'est une technologie qui souvent émerge, beaucoup de startups se lancent pour prendre un marché, énormément de fonds sont injectés dans ces projets, et une minorité survit et prend le marché en quasi-monopole ou oligopole. Et surtout, pour toutes les sociétés qui n'ont pas survécu, cela implique des milliards de dollars de pertes pour les actionnaires. Alors l'investissement, on sait bien que c'est du quitte au double, et que les investisseurs le savent, mais à force d'enchaîner les pertes, forcément il y aura un impact sur les projets à venir et les nouvelles demandes de financement. Donc désormais, les investisseurs sont beaucoup plus frileux et ne vont plus lâcher de fonds au hasard, ils demanderont beaucoup plus de garanties avant de se lancer. Et les fonds seront accordés aux sociétés sur une base de critères à respecter. Donc on va vous demander une base de clients récurrents, un minimum de clients, un minimum de CA. Il y aura vraiment pas mal de cases à cocher avant de pouvoir accéder à des fonds. Et donc tant de critères qui aujourd'hui allongent la liste de prérequis pour accéder à ces mêmes fonds. Et ça se traduit par beaucoup plus de startups qui sont en manque de financement, qui se retrouvent dans le rouge et très souvent ferment tout simplement. Ensuite, on a un second facteur qui a précipité la crise actuelle, c'est la gestion du travail. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses autour de la gestion du travail, que ce soit de mauvais recrutement, et je parle de recrutement au sens large, c'est-à-dire un candidat qui n'est pas à la hauteur de sa tâche, ça c'est le cas le plus banal, trop de candidats pour une tâche simple, pas assez de candidats pour une tâche lourde, de mauvaises personnes au mauvais endroit, c'est tout ça, le mauvais recrutement, mais ça va impacter directement les budgets qui vont fondre comme neige au soleil, alors que très souvent, les sociétés avaient levé plusieurs millions. Et je ne peux pas mettre
100% de la faute sur le dos des recruteurs, parce qu'il faut savoir que très souvent, lors des levées de fonds, il y a des négociations qui sont faites par les investisseurs qui attendent un retour sur investissement dans des délais très courts. C'est-à-dire que quand on vous dit à vous, voilà, je vous prête 5 millions, mais par contre, j'attends tel rendement au bout d'un an et tel rendement au bout de 2 ans, et bien vous, de votre côté, vous essayez de mettre le paquet, et le recrutement, ça fait partie des moyens, des leviers que vous avez trouvés pour essayer d'arriver à ces résultats-là dans les délais impartis. Sinon, il y a des pénalités. Il faut savoir que quand vous levez des fonds, très souvent, il y a des négociations qui sont passées dans les contrats lors de ces levées de fonds, et on va vous mettre la pression de toute façon pour que vous puissiez accéder à ces fonds. Ça ne va pas se faire comme ça, mais quand bien même vous aurez signé, si vous n'êtes pas au résultat demandé dans l'année qui arrive, etc., je crois que vous lâchez des parts en plus, ces trucs comme ça. Donc ça peut être vraiment tendu pour les recruteurs, donc c'est pour ça qu'ils essaient de maximiser ça, et donc très souvent ils recrutent un peu à tort et à travers. Voilà. Et donc les entreprises, ils injectent des fonds pour un rendement plus rapide, et c'est une stratégie qui ne fonctionne pas, vraisemblablement. Vous savez, il y a des tendances dans le développement de startups qui ont amené à énormément de fausses croyances. Il fut un temps où on pensait qu'il y a une relation directe entre le nombre de ressources allouées à un projet et les résultats. Or, il a été prouvé qu'il ne s'agit pas d'un coefficient direct, mais plutôt de maximiser les chances de sortie, quoi. Donc pour faire plus simple, c'est pas parce que vous avez affecté 10 ressources à un projet N que ce dernier sera publié plus vite. Parce que peut-être que 3 bonnes ressources suffisent à obtenir le même résultat. Mais d'un point de vue non opérationnel, quand on est dans une posture de celui qui injecte des fonds, on souhaite voir ces mêmes fonds alloués à l'obtention d'un résultat rapide de préférence. Donc on n'injecte pas des fonds pour que l'argent dorme sur un compte en tant qu'investisseur. On veut voir plus de gens, on va dire, travailler sur notre projet. On veut voir que les moyens sont mis en œuvre pour arriver au résultat attendu. Et donc c'est ici que commence le mauvais calcul. Parce qu'il se trouve que dans les boîtes, on a commencé à se dire, tiens, plus il y a de ressources, plus il faut les organiser. Donc on recrute un millefeuille de personnes non opérationnelles pour suivre toutes les ressources qui sont de vraies capacités de travail. À tel point que dans certaines boîtes, il y a autant de PO que de dev. Ce qui signifie presque qu'un PO va gérer un dev en direct. On est littéralement sur du micromanagement. Ajoutez à cela les EM, comment on fait pour avoir autant de personnes sur un même projet quand on a plus de ressources qui disent quoi faire que des ressources qui font? Donc vous voyez qu'on arrive vraiment dans une situation assez délirante. L'inverse étant également problématique. Ce n'est pas parce qu'on a une équipe de 20 devs que les rendements sont bons. Ces derniers se contredisant souvent, le travail de partage de connaissances de chacun dans sa spécialité étant compliqué, cela peut même être à l'origine de dysfonctionnements. Donc tout simplement que Paul n'aura pas expliqué à Henri comment fonctionne le module Z alors qu'il l'a conçu. Or, si c'était à Henri de tout faire depuis le début, il saurait comment fonctionne chaque module et il n'aura pas besoin de demander quoi que ce soit. Donc il avancerait beaucoup plus vite. C'est à ça que je veux en venir. Donc, toute cette gestion de l'humain n'étant pas une mince affaire, il faut maintenir un équilibre subtil entre EM, PO, Dev, etc. Et ce qui fait que, je vais faire un raccourci ici, ça a conduit Twitter à licencier 1200 employés, qui sont à tous les coups dans ce millefeuille que je vous décrivais plus tôt, car aujourd'hui, Twitter se porte très bien. Aucun dysfonctionnement, aucun bug apparent, du moins pas plus qu'auparavant. Donc les sociétés qui ont mal géré leurs fonds vont fermer et ces fermetures vont impacter l'emploi. Donc on va réduire drastiquement les recrutements, pour les sociétés qui survivent en tout cas, réduire les salaires, réduire les avantages, ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui comme impact sur le marché. Et donc le marché voit une réduction drastique de la masse salariale pour se retrouver alors de nouveau à l'équilibre ou dans le meilleur des cas en bénéfice. C'est le cas de Twitter, X. Vous verrez qu'Intel, avec ses 15 000 emplois supprimés, c'est un peu la même chose. C'est ce qu'ils recherchent, du moins. Et dans toute la tech, il y a eu un véritable écrémage, si on peut appeler ça comme ça.
et pas que la tech, si on regarde les sociétés comme Auchan et compagnie. Mais cela reste une conséquence directe ou indirecte d'une erreur de gestion passée, que ce soit au niveau de la gestion des fonds ou gestion des recrutements. Et en troisième facteur, je dirais que souvent, les sociétés ont mal choisi leur combat. Donc on parle souvent de FOMO. Dans la tech autant qu'en bourse, il y a un phénomène de fear of missing out, la peur de rater le wagon, on va dire entre guillemets. Et ça a été le cas avec de grands mouvements d'innovation ces dernières années. Combien de startups se sont lancées sur une thématique, une grande thématique de son ère, mais qui se sont vautrées. Car il faut le reconnaître, à l'international, nous avons moins de chances que nos homologues américains. Très souvent, on a du mal à se démarquer, même si on fait mieux. Et si vous voulez, j'avais fait cette analyse avec Deezer versus Spotify, Dailymotion versus YouTube, et j'espère qu'on n'aura pas la même chose entre Mistral et ChatGPT, bien que je vous avoue, les dés sont pas jetés, mais vous voyez, on a quand même moins de chances que les autres. Sur le marché international, j'entends. Les startups, une fois dans la gadoue, sont parfois revendues, parfois ferment complètement. Et quand il s'agit de fonds injectés, ils ne seront jamais récupérés. Et c'est d'autant moins de fonds qui circulent sur notre marché interne. En gros, si la startup Toto, elle a levé 200 millions d'euros et qu'elle plante, eh ben c'est 200 millions d'euros en moins sur le marché français en matière d'emploi, en matière de transactions, d'achat, de bail immobilier. Donc c'est 200 millions d'euros en moins qui circulent. Et c'est ça en fait, toutes ces startups qui ont planté depuis des années, aujourd'hui, il y a un impact, il y a une répercussion. Énormément de fonds ont été perdus et c'est d'autant moins de fonds qui circulent sur notre marché. Et la répercussion va dépasser aussi la vie d'une entreprise. Il faut savoir que la crise du marché ne touche pas que les startups. Quand un marché émerge, un géant, il aura aussi tendance à vouloir prendre sa part du gâteau. Premièrement, il a raison de tenter car l'histoire a prouvé que l'inaction peut causer la perte d'un monopole. Blockbuster versus Netflix, les taxis contre Uber, Xerox contre Apple. Donc vous voyez que c'est même pas directement... Enfin, c'est pas parce qu'il n'est pas directement sur votre marché qu'une startup ne peut pas anéantir votre hégémonie. Xerox, de base, c'est quoi? C'est de la photocopie. Ils avaient quand même fait une interface utilisateur, là, donc on va dire un OS, un pseudo-OS, un système d'opération, d'exploitation. Et finalement, aujourd'hui, on retient quoi comme nom? On va retenir Windows, on va retenir le Apple macOS ou Linux, même si, c'est pas anecdotique Linux. Moi-même, je suis un fervent défenseur de Linux. Mais ça reste moindre sur un marché. Xerox, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il s'est un peu fait bouffer sur quelque chose qu'il aurait potentiellement pu prendre. C'est dommage. Et donc, avec l'avènement de la tech depuis les années 2000, on a vu apparaître chez beaucoup de géants, que ce soit dans le CAC 40, dans le S&P 500, etc., plusieurs cellules d'innovation, ce qu'on appelle les Digital Factory. Donc des divisions dédiées à l'innovation dans le but de prévenir d'une conquête de son marché clé par une jeune pousse qui est beaucoup plus innovante. Et au niveau de l'échec, le niveau d'échec du moins des Digital Factory, elle est la même que l'échec des startups françaises. Donc pour autant, on ne peut pas dire que la France ne compte pas de startups prometteuses, mais il faut que chacune d'entre elles continue à vivre et finalement domine son marché, surtout à l'international, si on veut survivre à cette crise qui, je pense, n'en est qu'à ses débuts. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on ressent comme impact entre la suppression des postes, les réductions des avantages, les réductions de salaire, etc., c'est le commencement d'une grande spirale. Et beaucoup de gens se trompent quand ils disent « oui, c'est à cause de l'IA va nous remplacer, etc. » Je pense que l'IA est un outil qui vient en addition d'une compétence et qui peut même maximiser les performances de cette compétence. Et je pense qu'en fait, si on regarde le vrai coupable de cette histoire, ce sont ces points que j'ai nommés là, c'est les mauvaises dépenses, on s'attaque à de mauvais marchés,
On n'arrive pas à prendre un marché, des fois c'est le bon marché, des fois on est au bon endroit, mais c'est juste qu'on n'arrive pas à se démarquer par rapport à une concurrence internationale qui est beaucoup plus féroce, ou tout simplement on crame des fonds, quoi. On fait des levées, on alloue mal ces fonds et on les perd. Et aujourd'hui, cet impact sur le marché, je pense qu'on n'en est qu'au début. Je pense que l'avenir va même connaître beaucoup plus de suppression, beaucoup plus de situations difficiles. Et malheureusement, c'est triste, mais je pense que c'est juste, il faut être honnête, ça va arriver. Parce qu'il faut quand même pas se cacher que en France, on a quand même mal fait plein de choses. On a quand même mal géré les prises de marché stratégiques qu'on aurait dû prendre. Pour moi, Deezer aurait dû gagner face à Spotify. Il était tellement en avance sur son marché, comment on a fait pour rater ça, quoi. Pareil pour Dailymotion et YouTube. Parlons maintenant des solutions. Alors, je pense pas avoir la science infuse. Je n'ai pas de solution magique à ces problématiques. Cependant, je pense que je peux apporter quelques conseils afin qu'on évite que cela se produise dans vos entreprises. Conseils tirés de mon expérience, plus de 20 ans dans le développement, au sein de différentes boîtes. Donc je pense qu'il y aurait quelque chose à faire au niveau de la gestion RH, c'est-à-dire déceler les pépites. Une ressource ne vaut pas forcément son rôle. Certaines personnes dépassent largement les capacités pour le rôle donné et il faut réussir à les détecter. Je vais vous donner un exemple. La société A recrute Francis pour faire la vaisselle. Francis travaille bien, la société est contente, mais elle se dit si Francis part demain, c'est dommage, mais ça reste de la vaisselle. Donc je prendrai quelqu'un d'autre pour faire la vaisselle. Or, depuis le début, Francis est ingénieux. Il aurait très bien pu concevoir le lave-vaisselle et la société aurait pu maximiser le nombre de services qu'elle aurait pu faire si elle avait mieux utilisé les compétences de Francis. Mais cela ne s'est jamais fait, car cela ne s'est jamais vu. Pour la société A ayant des œillères, elle n'avait même pas conscience de l'existence du lave-vaisselle. Donc à ses yeux, elle n'a rien perdu. Et de deux, la société A mettra 3 ans plus tard la clé sous la porte, car la société B avait un profil comme celui de Francis, qui savait construire des lave-vaisselle, et ils ont décidé de lui donner des responsabilités pour avancer, pour innover. Finalement, la société B aura raflé tout le marché, tellement elle sert ses clients rapidement, tellement ils sont réactifs, et du coup, la société A n'ayant plus de part de marché, elle met la clé sous la porte. Le plus triste là-dedans, c'est que cette problématique arrive tous les jours, et tous les jours, des boîtes ferment. On va se dire, c'est pas bien grave, tant qu'elle a appris quelque chose, c'est pas si mal. Eh ben non, finalement, elle n'aura vu qu'un virage mal négocié, et se sera jamais interrogée sur son manque de vision, son manque de délégation, peut-être son manque de détection de talent. Donc, elle verra le lave-vaisselle et pas Francis. En gros, elle verra l'arbre et pas la forêt. Et finalement, en matière de financement, je pense que les levées de fonds se rationalisent. Il y a une réduction des budgets. Ça se traduit effectivement par une réduction du financement à l'échelle du territoire. Mais pour moi, ce sont des budgets qui restent cohérents. Donc en gros, c'est fini la fête à la saucisse avec des levées de 15 millions pour des projets coquilles vides. Et pour autant, est-ce qu'on veut tuer l'innovation dans l'œuf sur notre territoire ? Vous savez, je dis souvent qu'on a trop financé de projets de type start-up un peu inutiles, du popcorn pour chiens, c'est-à-dire des projets qui, à distance, ne semblaient pas montrer de marché porteur. Et pourtant, certains leveurs peu scrupuleux ont réussi, avec leur passif peut-être, leur carnet de contact, à obtenir des fonds pour des projets clowns. Mais dans toute cette masse de supercherie, est-ce qu'il ne se cacherait pas une pépite ? Est-ce que pour autant on n'a pas de projet beaucoup plus terre-à-terre, moins sexy, qui ne fait pas par exemple de la prestation par paiement crypto, mais qui propose peut-être un service aux personnes âgées, qui pour autant est utilisé tous les jours sur notre territoire ? Finalement, est-ce qu'on ne passe pas complètement à côté de quelque chose ? Donc jusqu'à ce qu'une structure étrangère vienne et submerge notre territoire avec une solution qui ne valait pas mieux que ce qu'on faisait nous déjà. Je pense qu'il faut laisser plus de chance à des projets, à des porteurs de projets, peut-être sur des choses un peu moins sexy,
Et cela nous laissera peut-être une chance de nous positionner internationalement demain sur un domaine qui paraît aujourd'hui obsolète. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Dev Freelance. Je vous dis à bientôt sur le blog. Si vous avez aimé, mettez des likes et on se capte dans le prochain podcast. À plus.